Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 87e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire la synthèse du livre de Stéphane Desjardins écrit en 2019 qui s'intitule « Le courtage en ligne, un petit guide pour l'investisseur autonome ». Avertissement, les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif et ne constituent pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation puisque je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. En introduction, c'est un livre que j'avais lu dans mes débuts, mais j'avais pris presque aucune trace, donc il ressortait dans plusieurs top 10 que je lis depuis, donc j'ai décidé de le relire pour vous le partager. Il est divisé en 5 sections, ça j'aime ça, le travail est déjà presque fait pour moi, donc je vous résume les principaux éléments de chaque section. Dans son introduction, il cite le sondage Ipsos, donc IPSOS de 2018, qui dit que 64% des Québécois éprouvent des difficultés à épargner pour leur retraite, 71% vivent sous le fardeau d'une dette, 34% vivent d'un chèque à l'autre et en moyenne, 1,70% de dette est accumulée par dollar gagné. Je pense qu'on est même rendu à peu près à 1,80$ de dette par dollar gagné. Là. Donc, je pense que les Canadiens sont endettés environ à 180% de leur salaire. L'auteur dit que tout irait mieux avec une meilleure éducation financière. Il ajoute que les avantages d'investir seul l'emportent largement sur les inconvénients si on fait juste développer sa littératie financière. D'où la raison de son livre que je vous synthétise aujourd'hui. Premier élément de synthèse, c'est se connaître soi-même. Donc, on ne joue pas à la bourse, on investit en bourse. On ne spécule pas, on effectue des placements. On vise le long terme et on développe sa littératie financière. C'est important de se connaître soi-même quand on décide d'être un investisseur autonome. D'abord, il faut connaître l'effet de troupeau. Est-ce que vous suivez le troupeau habituellement? Donc, la plupart des investisseurs autonomes achètent et vendent au pire moment après des tuyaux, des informations relues ou lues ici à gauche et à droite. Ces investisseurs-là tentent de se convaincre qu'ils sont différents des autres, mais ils font juste suivre le troupeau comme plusieurs autres et le troupeau est souvent en retard sur les nouvelles. Vous devez donc apprendre à ne pas suivre la masse. Ensuite, il parle du pouvoir des émotions, donc de la psychologie comportementale. Il dit que les fluctuations du marché sont principalement causées par des emballements irrationnels des investisseurs autonomes ou de ceux qui retirent leur bille des fonds communs dans des moments de panique. Le pire ennemi de l'investisseur est dans le miroir, c'est vous. Il faut donc apprendre à maîtriser les émotions suivantes. Vous devez maîtriser la peur de se tromper, donc vous devez accepter de vous tromper. 40% des décisions en bourse sont perdantes, même pour les meilleurs investisseurs. Prendre sa décision, restez zen et respirez. Faites autre chose que toujours regarder la bourse. Ensuite, vous devez combattre la peur de laisser filer une bonne occasion. On appelle ça le fear of missing out, le FOMO en anglais. Vous devez combattre la peur de ne rien faire parce que ça va vous mener à des erreurs. Donc, je le dis souvent, les FNB indiciels sont souvent jugés trop simples. Donc, les gens trouvent ça ennuyeux et commencent à faire des investissements plus risqués à côté. 4. Ne pas investir dans ce qu'on ne connaît pas. 5. Arrêter de surveiller tout le temps les codes de bourse. 6. Arrêter de douter de vous-même. 7. Éviter d'avoir des excès de confiance. 8. Éviter d'être cupide et de rechercher des gains rapides et faciles. 9. Éviter le syndrome du voisin gonflable ou du rendement gonflable. Donc, d'essayer de copier votre ami qui a supposément fait 122% en 2 ans. Donc, soyez prudent. En gros, l'investisseur devrait passer 99% du temps consacré à la gestion de ses finances, à lire, réfléchir ou écouter des podcasts. Ça, c'est mon ajout personnel. Et seulement 1% à vendre ou acheter des titres sur le marché boursier. Donc, si vous mettez à peu près 10 heures dans l'année à gérer vos finances, vous allez avoir à peu près 6 minutes pour négocier. Donc, vos stratégies devraient être d'acheter un FNB indiciel une fois par année. Le reste de l'année, vous devriez vous éduquer et faire des bilans ou des budgets. L'auteur dit de ne pas se laisser influencer et parle des femmes qui sont souvent moins intéressées par l'argent, mais qui sont pourtant meilleures pour investir de façon autonome. Il termine la section en disant que c'est simple,
ça prend juste 4 habitudes pour être discipliné par rapport à ses investissements. Je suis d'accord avec les 3 premières qui sont d'accorder un pourcentage fixe à son épargne, donc se payer en premier, développer sa littératie financière et commencer le plus jeune possible. Par contre, sa dernière habitude, c'est de consacrer 1 heure par jour à ses placements. J'ai écrit en gros, jamais, même avec une partie active comme moi dans mon CELI, où je fais la sélection de titres individuels, je suis loin de mettre 1 heure par jour. Peut-être 1 heure par semaine dans mon cas, si j'enlève tout ce qui touche au podcast, mais jamais 1 heure par jour. Deuxième élément de synthèse, c'est comprendre les bases. Donc, il présente d'abord les différents types d'investisseurs. Le premier type qu'il présente, c'est l'investissement de type valeur. Donc, il appelle ça les chasseurs d'aubaine. C'est des gens qui vont chercher des actions sous-évaluées et les garder soit à long terme ou les revendre lorsque le titre remonte. L'avantage de ce style-là, selon l'auteur, c'est que la stratégie affiche de meilleurs résultats lorsque les marchés sont baissiers. Le deuxième type d'investisseur, c'est l'investisseur croissance. Donc, il va se préoccuper moins du prix de l'action, mais quand même un peu, parce qu'il va plutôt cibler le potentiel élevé pour une croissance, pour un rendement rapide. Ensuite, il y a l'investisseur momentum. Donc, on va acheter le titre quand il a déjà monté pour profiter de son élan à court terme. Donc, on est plus dans une analyse un peu technique. Il donne un exemple pour comparer les 3. Donc, pour un même titre, l'investisseur valeur va l'acheter à 20 $ et le vendre dans 5 ans quand il va être à 100 $. L'investisseur croissance va l'acheter quand il va être à 70 $ et le vendre à 100 $ 1 ou 2 ans plus tard. Et le momentum va l'acheter à 90 $ dans la dernière année en espérant que quand il le revende quelques mois plus tard, le titre soit rendu à 150 $. Il dit que le style momentum demande un peu plus de compétences et ne le recommande pas nécessairement. Donc, on a vu aux épisodes 23 et 24 des stratégies momentum et valeur qui étaient combinées, qui sont supposément simples et reproductibles et efficaces. Donc, je les expérimente depuis. J'en ai parlé dans l'épisode 59 et dans l'épisode à peu près 111, là, je devrais vous montrer les nouveaux rendements, donc début janvier 2025. Il présente également l'investisseur contrarian, donc contraire. Cet investisseur-là va sélectionner souvent des titres qui vont à l'opposé des grandes tendances. Donc, par exemple, acheter Meta quand Meta était rendu à 90 $ en 2022. Il doit éviter le bruit autour de lui, être patient et pas penser à court terme. C'est la stratégie préférée de l'auteur, mais selon moi, ça demande beaucoup d'analyse, donc plus de temps que vous accordez à la gestion de vos finances et de vos investissements. Il présente ensuite différentes approches d'analyse. Donc, il parle de l'approche ascendante. Donc, ça va être d'utiliser un screener, là, un filtre pour analyser chaque compagnie. Et on se demande ensuite si ces compagnies-là sont favorisées par un contexte économique. Donc, c'est un bon moment pour investir dans ces compagnies-là. Donc, la partie subjective de mon analyse, là, moi, je prends le screener. J'ai des entreprises dans mon fichier Excel. Ça me donne un score. Et ensuite, je me questionne, est-ce que c'est un bon moment pour acheter? L'autre type d'approche d'analyse, c'est l'approche descendante. Dans l'approche descendante, on va partir des secteurs gagnants et ensuite sélectionner les titres, les actions les plus efficaces dans ce secteur-là. Donc, avec un screener, moi, je juge que c'est pas vraiment plus long. Donc, dans l'approche descendante, on va tenter de déceler les régions ou les secteurs qui vont être profitables au cours des prochaines années et ensuite seulement on sélectionne les entreprises dans ces secteurs ou ces régions-là. Moi, je trouve que ça commence à ressembler un peu à de la spéculation. Donc, je priorise de mon côté l'approche ascendante, donc de juste me concentrer sur les bonnes compagnies et ensuite de tenter de diversifier dans les différents secteurs, régions, etc. Il parle ensuite des rendements de la bourse, donc il dit que la pire erreur, c'est de laisser son argent dans un compte épargne avec l'inflation en plus. Donc, le marché boursier, à part l'or pour les 1% plus riches, là, c'est le meilleur endroit pour faire des rendements depuis presque 200 ans. Il parle aussi de diversification en disant que c'est essentiel, ça permet de diminuer la volatilité du portefeuille tout en maintenant un rendement intéressant. Et il termine la section de comprendre les bases en parlant du temps. Donc en gros, il dit qu'il faut être investi à long terme pour profiter des rendements composés. J'en ai déjà beaucoup parlé. Donc les rendements de l'année 1 produisent ensuite eux-mêmes des rendements pour l'année 2, etc. avec un effet boule de neige. Mais il parle aussi du temps pour se protéger des risques du marché à court terme. Donc, s'il y a un crack boursier dans 2 ans, bien, si vous avez un horizon de 15-20 ans, vous savez que le marché boursier va avoir remonté, idéalement, on espère, d'ici là. Il bâche pour terminer sur le day trading, là, l'analyse technique beaucoup qui est glamour, mais que 90 à 95%, selon une étude de l'Université Berkeley, des gens qui font du day trading perdent de l'argent. 80% d'entre eux vont abandonner avant 2 ans. Il y a seulement 1,6% des day traders qui gagnent réellement de l'argent en faisant du day trading.
Donc, en moyenne, si on prend tous les day traders, ils sont 6,5% sous les rendements du marché. Donc, je suis d'accord avec l'auteur, là, le day trading, l'analyse technique, c'est un peu plus poussé. Selon moi, c'est pas une stratégie intéressante pour investir en bourse, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et les statistiques montrent qu'il y a seulement 1,6% des gens qui font ça qui réussissent à avoir des rendements plus intéressants que le marché. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Troisième élément de synthèse, c'est s'éduquer. Il dit d'abord que de s'éduquer 2-3 heures par semaine, ça serait la base, et ensuite de développer sa propre technique d'analyse ou de sélection des titres individuels ou d'aller vers des FNB. Donc, bien sûr, si vous allez vers des FNB indiciels, vous allez avoir moins besoin, en fait, de vous éduquer 2-3 heures par semaine directement sur votre technique d'investissement, mais peut-être plutôt sur les finances personnelles en général, budget, bilan, et ainsi de suite. Les concepts importants abordés par l'auteur, donc il présente une quarantaine de concepts économiques et financiers qui sont incontournables selon lui. Je ne les décris pas tous ici parce que il y en a certains qui sont très larges et qui ne sont pas ciblés dans mon podcast non plus, là, comme l'hyperinflation, les cycles économiques, la faillite, la balance commerciale, le taux directeur, les récessions. Et il y en a d'autres que j'ai déjà définis précédemment dans d'autres épisodes comme l'investissement actif versus passif, l'effet de levier, les rendements composés, les dividendes, les indices boursiers, la liquidité, la valeur intrinsèque et le rachat d'actions. Donc, voici les concepts que je juge pertinent de vous décrire aujourd'hui. Le premier, c'est le concept d'amortissement. Donc, l'amortissement, on en parle souvent en immobilier, souvent dans les entreprises. C'est une opération comptable pour amortir l'achat d'un actif que vous avez acheté ou d'un bien dans le temps. Donc, on parle aussi de dépréciation des fois. Donc, l'amortissement a des implications fiscales importantes. Les entreprises peuvent déduire ces amortissements de leurs revenus imposables, ce qui va réduire leurs charges fiscales, donc les impôts à payer. Si on prend un exemple en immobilier, la formule est assez simple. L'amortissement annuel, ça va être le coût d'acquisition moins la valeur résiduelle divisé par la durée de vie utile du bien. Donc, la valeur résiduelle, c'est la valeur estimée de l'actif à la fin de sa durée de vie. Donc, exemple, si un immeuble est acheté à 500 000 $ avec une valeur résiduelle de 50 000 $ et une durée de vie utile de 20 ans, ben l'amortissement annuel, ça serait 500 000 moins 50 000 divisé par 20, ça donnerait un amortissement de 22 500 $ par année. Donc, vous pourriez retirer 22 500 $ par année de vos revenus globaux dans l'entreprise ou dans votre société immobilière. L'auteur précise que payer une laveuse sur 60 paiements mensuels, c'est pas de l'amortissement, c'est juste du crédit. Deuxième concept, le concept de dilution. Donc, la dilution, c'est quand une entreprise émet de nouvelles actions pour ravoir de l'argent. Donc, ça diminue la valeur de chaque action en cours, puis ça, c'est pas le fun pour les investisseurs. C'est le contraire du rachat d'actions où votre pointe de tarte vaut plus, alors que là, c'est comme si on rajoutait plein de pointes de tarte. Donc, votre pointe à vous a moins de valeur. Habituellement, quand il y a de la dilution, la plupart du temps, c'est pas bon signe. Des fois, c'est pour faire des achats d'un compétiteur, ça peut être bien. Mais la plupart du temps, quand il y a de la dilution, c'est parce que l'entreprise ne génère pas assez de cash flow. Troisième concept, c'est le fractionnement. Donc, le fractionnement, c'est quand on va couper le prix d'une action. Là. Donc, par exemple, au lieu d'avoir 1000 actions en circulation à 1000 $, la compagnie pourrait décider d'en avoir 10 000 en circulation, mais à 100 $. Donc, le montant total est le même, mais les actions deviennent plus accessibles. Le fractionnement inversé, donc ce qu'on appelle le reverse split en anglais, c'est le contraire. On pourrait alors passer de 10 000 actions à 1000 actions, mais les actions deviendraient plus chères. Souvent, la manœuvre de reverse split s'est perçue plus négativement par le marché, mais j'en parle davantage dans l'épisode 7 des abonnés qui est sorti le 7 décembre. L'auteur présente ensuite les ratios les plus importants selon lui. Le premier, c'est le flux de trésorerie, donc le cash flow. Ça, c'est l'argent qui est encaissé par la compagnie par rapport à l'argent qui est dépensé. Donc, c'est la mesure la plus importante d'une compagnie pour connaître sa santé financière. Il parle ensuite des dettes,
Donc, il y a plusieurs ratios disponibles pour calculer les dettes, mais en gros, si les dettes dépassent les actifs, c'est un gros drapeau rouge qui apparaît là. Quand on parle de profitabilité, on parle de revenus, de bénéfices, de dividendes, de rendement de l'avoir des actionnaires ou des capitaux propres, donc le return on asset et return on equity, et tous les ratios qui concernent ces éléments-là, donc l'exemple, le bénéfice par action. Donc, lorsque vous voulez des ratios pour connaître la profitabilité d'une entreprise, vous allez vers ces ratios-là. Et ensuite, les ratios qui sont liés au marché, on parle du ratio de capitalisation boursière, du ratio cours-bénéfice, donc le PE ratio, le ratio cours-valeur comptable, le price-book ratio, et il y a plusieurs autres ratios sur les prix, donc il y a le price divisé par le cash flow, etc. L'auteur dit qu'il faut vérifier aussi si les dirigeants de l'entreprise ont le skin in the game, là, possèdent des actions d'entreprise, et s'il y a des fonds communs de placement qui sont investis également de façon importante dans cette entreprise-là, ça signifie qu'elle joue d'une bonne réputation, et ces informations-là sont disponibles notamment sur Yahoo Finance. Il parle ensuite de sa relation amoureuse avec les analystes financiers, donc on ne peut pas s'empêcher de les lire. Moi, je ne les lis pas personnellement, mais d'en rejeter leurs conclusions. Ils font souvent des recommandations, ces analystes-là, ces experts-là, mais l'auteur nuance ces recommandations-là. Donc souvent, on va lire des analystes qui disent « achetez fortement ». Donc lorsqu'on lit ça, l'auteur dit qu'il y a 3 interprétations possibles. 1, c'est vraiment une excellente occasion d'achat. 2, sont enthousiastes, il faut se méfier si vous avez une approche contraire, une approche contrarian. Et 3, peut-être que l'analyste est en conflit d'intérêts. Lorsqu'ils vous disent d'acheter, l'auteur dit de pousser l'analyse un peu plus loin, donc toujours faire ça anyway. S'ils disent de conserver, l'auteur dit de vendre. S'ils disent que l'action va sous-performer, l'auteur dit de vendre dès que possible. Et s'ils disent de vendre, ça veut dire que vous avez déjà perdu de l'argent avec cette action-là. J'ai pas d'opinion ici parce que les analystes ne m'influencent pas vraiment, mais certainement, je pense qu'il ne faut pas se fier aveuglément à ce qu'ils disent. Il parle ensuite des IPO, là, c'est lorsque les compagnies entrent en bourse. Il dit d'éviter l'effet de troupeau, justement, où beaucoup de personnes se pètent la gueule en investissant dans ces entreprises-là qui entrent sur le marché boursier. Quand on parlait de cupidité tantôt, d'avidité, l'appât du gain rapide, il faut faire attention à investir dans ces compagnies-là. Il compare ensuite l'analyse fondamentale à l'analyse technique. Donc, on a déjà vu la différence ensemble dans les épisodes 22 à 24. La personne qui utilise l'analyse fondamentale regarde justement les ratios sur la qualité de l'entreprise, sur son prix, souvent pour investir à long terme, soit de style valeur ou style croissance. Alors que l'analyse technique, ça va se faire à l'aide de graphiques. On va tenter de prédire l'évolution du titre dans le futur de l'action. C'est très spéculatif selon l'auteur et c'est souvent associé à l'approche momentum et au day trading. Il suggère qu'une combinaison des deux, donc fondamentale et technique, peut être intéressante, mais que les deux se fient de toute façon sur les données du passé, donc elles sont imparfaites. Son dernier conseil, c'est de lire, donc de lire constamment, mais attention de ne pas être dans une chambre d'écho, de ne pas toujours prendre vos informations au même endroit. C'est la même chose pour le podcast, je vous suggère d'en écouter d'autres qui vont peut-être pas dans le même sens que moi et au final de vous forger votre propre opinion. 4e élément de synthèse, c'est les différents types de placements. Donc, il présente les possibilités de placement que vous pouvez faire. Le premier, c'est les actions. Donc, il présente les actions ordinaires. C'est les actions que je parle 99% du temps. Mais il présente également d'autres types d'actions. Donc, les actions à droit de vote multiple, les actions privilégiées, les actions subalternes et les actions accréditives. Bien que c'est intéressant de les connaître, c'est pas essentiel puis c'est vraiment lourd à présenter sur le podcast. Donc, à lire le livre si ça vous intéresse. À la fin de cette sous-section-là, il parle des actions blue chips, donc les compagnies solides, stables, qui offrent souvent des dividendes et qui ont déjà fait leurs preuves, et des différentes capitalisations. Donc, pour lui, quand on dit grande ou large capitalisation, donc large market cap, c'est plus de 10 milliards de valeur de capitalisation boursière. Quand on parle de capitalisation moyenne, c'est entre 2 et 10 milliards. Quand on parle de petite capitalisation, c'est entre 250 millions et 2 milliards. Et lorsqu'on parle de penny stocks, c'est des actions qui se vendent à moins de 5 $, qui ont souvent un risque, une volatilité du moins beaucoup plus élevée. Comment on fait de l'argent avec les actions? Avec le gain en capital, donc tu achètes une action à 10 $, un an plus tard, elle vaut 15 $, tu as fait 5 $ par action de gain en capital. Et tu peux également faire de l'argent avec tes actions si elles offrent un dividende. Donc, exemple, si tu as un dividende de 5% sur un montant de 1 000 $, tu vas faire 50 $ de dividende dans ton année.
D'autres types de placements, il présente les fonds communs de placement. Donc, il dit que l'argent de plusieurs investisseurs sont placés en fiducie dans des fonds communs de placement. Donc, les assureurs vont souvent vendre des fonds communs de placement qu'ils vont appeler des fonds distincts. Donc, ces fonds, c'est presque la même chose, là, sont souvent intégrés à un produit d'assurance vie ou d'assurance maladie. Et parfois, les liquidités sont assurées, mais ça vient avec des frais plus élevés. L'avantage des fonds communs de placement et tout ce qui ressemble à ça, c'est que vous n'avez pas de temps à mettre pour investir. Vous êtes habituellement diversifié naturellement. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'industrie canadienne, c'est la plus chère au monde. Donc, c'est ici, selon l'auteur, que les frais de gestion sont les plus élevés pour gérer ce genre de fonds communs de placement-là. L'auteur dit que lui utilise les fonds communs de placement pour diversifier son portefeuille et couvrir des zones géographiques ou des secteurs qu'il connaît moins bien. Ici, j'ai mis là, il peut faire la même chose avec des FNB au pire. Je ne comprends pas pourquoi il le fait à travers des fonds communs de placement. Justement, il parle après des FNB, donc il dit que c'est diversifié naturellement en reproduisant souvent un indice. Donc, on a déjà parlé, là, c'est comme un panier d'actions ou un panier de d'autres FNB. Ces FNB-là peuvent s'intéresser à des zones géographiques spécifiques comme la Chine, par exemple, ou à un secteur comme l'or, et même à des catégories d'actifs, donc vous pouvez avoir un FNB d'obligations si vous le souhaitez. Les FNB vont se vendre et s'acheter comme une action sur le marché boursier, contrairement aux fonds communs de placement qui ne peuvent pas se négocier sur le marché boursier. Exemple, je ne pourrais pas à 14h cet après-midi aller vendre des parts d'un fonds commun de placement, alors que mon FNB, je peux le vendre à 14h cet après-midi si ça me tente ou en acheter d'autres. Souvent, les FNB sont associés à une approche passive, donc indicielle. On va suivre un indice, on ne va pas essayer de sélectionner différents titres ou différents FNB gagnants. Les avantages, c'est des frais de gestion beaucoup plus bas et plus transparents que les fonds communs. Vous pouvez demander à votre professionnel, votre conseiller financier, de remplacer vos fonds communs de placement par des FNB. Si sa réponse, c'est que vos fonds communs de placement sont meilleurs comparés les rendements, mais la plupart du temps, c'est parce que les frais de gestion sont plus bas dans les FNB et ils reçoivent une commission, bien sûr, plus petite. Vous pouvez également investir dans des obligations. Donc, les obligations, souvent, c'est la dette d'une entreprise ou d'un gouvernement. Donc, vous lui prêtez de l'argent et l'entreprise ou le gouvernement va vous dire, je vous rembourse dans tant de temps et d'ici le remboursement, je vous verse un revenu fixe de X pourcentage d'ici la date d'échéance. Donc, par exemple, tu peux leur prêter 1 000 $ sur 5 ans avec 5 % par année. Tu vas faire 50 $ par année pendant 5 ans et à la fin de la 5e année, ils vont te redonner ton 1 000 $. Donc, tu vas avoir fait 1 250 $ au total. En fait, tu as fait 250 $, mais tu es rendu à 1 250 $ de capital. Historiquement, le rendement des obligations est réputé moindre que celui des actions, mais il est aussi réputé à être moins volatile. Donc, c'est pour ça souvent qu'on l'intègre dans les portefeuilles de placement pour éviter un petit peu la volatilité et ainsi faciliter la gestion des émotions. Il parle également des fonds de travailleurs comme la FTQ. Donc, le principal avantage, c'est une déduction fiscale supplémentaire, donc de 30 à 35 % qui s'ajoute au REER de base en plus. Le principal défaut, c'est qu'il y a des règles des fois qui font que c'est dur à vendre avant la retraite. Il présente d'autres types de placements qu'il ne juge pas pertinents ou qui ne sont pas pertinents d'écrire sur le podcast, comme les options d'achat sur le marché boursier, la crypto. Il dit de se tenir loin de tout ça. Je nuance selon le pourcentage que vous y accordez dans votre portefeuille, mais bien sûr, éduquez-vous avant de vous aventurer là. Son dernier point, en fait, le dernier élément de synthèse que j'ai sorti de son livre, c'est investir. Donc, comment passer à l'action? Je vous présente ça en 5 étapes. La première étape, en fait, c'est de d'abord se doter d'un capital de départ, de se fixer un objectif, de faire son budget, de couper ses dépenses, d'établir son fonds d'urgence, de contribuer d'abord au régime épargne-études enregistré de nos enfants et de rembourser ses dettes de consommation. Ensuite, en deuxième, vous allez commencer à épargner sans vous en rendre compte. Vous allez faire des virements automatiques avec un pourcentage fixe de votre salaire net. Sinon, se fixer un défi si c'est trop difficile pour vous. Donc, l'auteur dit que vous pouvez vous fixer le défi d'économiser 1 000 $ en 100 jours ou 300 $ par mois pour les 3 prochains mois ou 70 $ par semaine pour les 14 prochaines semaines. Bref, vous fixez un défi si pour vous, les virements automatiques, c'est trop difficile. L'auteur dit que lui, personnellement, il met 10 $ par jour depuis 30 ans. Il dit que ça fait 29 ans et 11 mois qu'il est habitué de mettre 10 $ par jour. Il ne voit plus ces 10 $ -là passer, donc ça devient
naturel, automatique, comme on a parlé déjà souvent sur le podcast. C'est tout simplement un rappel. Troisième étape, se dénicher un conseiller, un professionnel, mais un bon professionnel qui va communiquer avec vous, qui n'est pas expéditif, qui ne va pas vous proposer des produits qui ne font pas de bon sens, qui va vous proposer des FNB plutôt, qui peut être payé à l'heure, comme on le dit souvent sur le podcast. Je ne suis pas 100%. En fait, je suis davantage pour la gestion autonome des investissements, mais je comprends que ce n'est pas pour tout le monde. Mais si vous faites affaire avec un professionnel, magasinez-le comme il faut. Rencontrez-en 3, 4, 5 avant de choisir et demandez des références. 4, c'est d'y aller avec un robot conseiller qui est une approche passive intéressante, mais l'auteur n'y croit pas. Donc, pour lui, tant qu'à payer des frais, c'est mieux d'aller vers un conseiller humain qui va au moins vous aider avec la gestion de vos émotions, mais demandez-lui bien sûr d'aller vers des FNB. Sinon, vous pouvez investir seul, donc lui, il n'est pas entre les deux. Il est soit conseiller, soit seul, mais pas avec les robots conseillers. Si vous investissez seul, vous devrez ouvrir votre compte de courtage, donc c'est l'étape 5. Vous devez établir votre politique de placement. Donc, c'est quoi votre style d'investisseur? Valeur, croissance, momentum, vos objectifs, faire vos actifs nets pour voir la valeur de votre actif actuel. C'est quoi vos projets personnels? Vos principes directeurs? Est-ce que c'est plus analyse fondamentale, analyse technique? C'est quoi votre répartition? Action, obligation? C'est quoi la durée de détention plutôt de vos différents produits? C'est quoi le pourcentage maximum pour une action ou un secteur dans votre stratégie? Avez-vous des contraintes éthiques? Voulez-vous être plus ESG? Éviter le pétrole, l'armement, ainsi de suite? Vous allez évaluer vos performances à quel moment? De quelle façon? Donc, l'auteur dit que c'est important d'avoir un plan d'investissement, une politique d'investissement et de la consulter au moins à chaque année ou à chaque trimestre. Et bien sûr, de raffiner continuellement votre stratégie. Je rappelle, une stratégie bien simple dans un plan d'investissement, ça peut être de déterminer sa répartition et de choisir un FNB qui répond à cette répartition-là. L'auteur a 2 principes incontournables de l'investissement. 1, il faut absolument réinvestir ses dividendes et non les dépenser. Et 2, toujours faire ses devoirs avant d'acheter ou de vendre une action ou un FNB. Il présente ensuite les différents comptes enregistrés, donc j'en ai déjà décrit plusieurs, mais si vous voulez aller dans le détail encore, il en parle aux pages 174 et les pages suivantes. Donc, il parle de REER, CELI, Régime épargne études enregistré. Il parle également du CRI. Donc, le CRI, là, c'est un compte de retraite immobilisé. Il y a le CRIF qui est au fédéral, c'est la même chose. Le RERI, le régime enregistré de retraite immobilisé. Le RIER, qui est le régime immobilisé d'épargne restreint. Bref, ces comptes-là, ça contient des sommes immobilisées de votre ancien employeur ou d'un ancien fonds de pension. Vous pouvez choisir dans quoi le placer, mais vous ne pouvez pas le sortir avant la retraite, sauf dans certains cas particuliers qu'on n'abordera pas aujourd'hui dans le podcast. Il y a ensuite le FER, qui est le Fonds enregistré de revenus retraite. Donc, le FER permet de générer un revenu avec un REER qui a été transféré en FER. Donc, allez écouter l'épisode 45, j'aborde ce type de compte-là en détail. Et enfin, il y a le FRV, le FRVR, qui est le Fonds de revenus de retraite ou le Fonds de revenus viagers restreint, qui permet de produire un revenu à partir des comptes immobilisés. Donc, si vous avez un CRI, qui est un compte immobilisé de retraite, vous pourrez créer un FRV pour avoir une rente, finalement, à partir de votre compte immobilisé. Il parle également du REEI. Le REEI, c'est un programme d'épargne qui est conçu pour aider les personnes atteintes d'invalidité et c'est administré par le gouvernement fédéral. Donc, ça ressemble beaucoup au REE, mais pour les personnes qui sont atteintes d'invalidité. Donc, voici les principales caractéristiques clés du REEI. Ce n'est pas dans le livre, mais je suis allé les chercher parce que ce n'est pas un compte qu'on parle souvent. Et il y a plusieurs personnes auditrices qui m'écrivent pour me dire que leurs enfants en profitent. Donc, la première caractéristique, c'est les bénéficiaires. Donc, le REEI vise à soutenir financièrement les personnes qui sont atteintes d'invalidité grave et prolongée. Le bénéficiaire doit être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Mais j'ai entendu sur différents podcasts qu'il y a certaines personnes qui ont accès, qui ont par exemple un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Deuxième caractéristique du REEI, c'est les cotisations. Donc, les cotisations ne sont pas déductibles d'impôts, mais les revenus de placement accumulés à l'intérieur du régime ne sont pas imposables tant qu'ils demeurent dans le REEI. Donc, c'est vraiment comme le REE.
Troisième caractéristique, c'est les subventions et les bons. Donc, le Canada offre des subventions pour encourager l'épargne dans le REEI, le bon canadien pour l'épargne invalidité et la subvention canadienne pour l'épargne invalidité sont également disponibles en fonction de votre revenu et de vos cotisations. Donc, il y a le quatrième caractéristique, là, c'est les plafonds. Il y a des plafonds à respecter. Cinquième, c'est les retraits qui sont imposables, une partie peut être récupérée sans pénalité là, s'il y a des dépenses liées à l'invalidité. Et le sixième, c'est la période d'admissibilité. Là, ce type de compte-là enregistré peut aller jusqu'à 59 ans. Donc, je vous invite à consulter le site du gouvernement pour plus de détails sur les montants précis, là, où je vais sûrement le creuser bientôt dans un épisode des abonnés. En fait, oui, je le mets sur ma liste. Donc, bientôt, je vais creuser ce type de compte-là dans un épisode des abonnés. Donc, parce que c'est vraiment intéressant. Les subventions sont encore plus grandes que dans leur... L'auteur termine en parlant des impôts, donc il dit que quand on commence à avoir un bon montant dans un compte non enregistré, l'impact fiscal est plus grand. Donc lui, il suggère de faire affaire alors avec un comptable pour voir est-ce qu'il y a des frais déductibles d'impôts justement dans votre stratégie d'investissement. En conclusion, c'est un livre intéressant, mais j'ai rien appris de nouveau en le relisant par rapport aux autres livres que je vous ai présentés. Je comprends pas trop le titre non plus qui parle de courtage en ligne, mais les contenus ne nous guident pas entièrement vers les étapes ou des éléments pour connaître comment investir de façon autonome. On couvre plutôt très largement le spectre des finances, notamment avec les 40 concepts là, qui ont été présentés. J'aurais vraiment aimé que le livre respecte son titre et permette à quelqu'un de le lire et d'être en mesure de faire son premier achat à la fin de sa lecture de façon confiante, claire, avec les étapes précises. Et non pas parler de robots conseillers ou de courtiers ou d'inflation, juste les étapes pour arriver à investir seul sur un compte de courtage en ligne. Donc, c'est un livre qui est OK, mais ses concepts sont mieux traités, selon moi, dans d'autres livres. Ce que je retiens du livre, gérer ses émotions et s'éduquer avant d'investir. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Marc Blais, écrit en 2020, qui s'intitule « Investir intelligemment, penser autrement », un des livres que j'ai lu lors de mes vacances dans le Sud l'été passé. Ce jeudi, je vous présente les positions 16 à 18 dans mes analyses de mars 2024, soit 16 NetEase, NTES, 17 Visa, V et 18 Qualys, QLYS. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.